Merci de vous retrouver encore une fois sur Télénews. L'invité de Patrick Lukala, c'est l'émission de ce jour. Nous allons résumer l'essentiel de l'actualité de la semaine en République démocratique du Congo. L'actualité tout au long de la semaine a été dominée par la mise en place des animateurs des institutions de la République démocratique du Congo au lendemain des élections que certains ont qualifiées de chaotiques et d'autres des meilleures élections que le Congo n'ait jamais organisées. Au niveau de l'Assemblée nationale, jusque-là, on peine non seulement à avoir le calendrier pour l'élection et l'installation du bureau définitif de cette chambre basse du Parlement, mais aussi on n'a pas un ticket. L'Union sacrée n'a pas de ticket jusque-là. Il y a des noms qui circulent. Le nom de Vital Kamerhe, Lwakanyinyi Kenge, le nom de Christophe Mbosso Nkodia et celui de Modeste Bahati Lukwebo. Est-ce que le pays souffre? Est-ce que le pays souffre de cette absence du bureau qui bloque quasiment la sortie du gouvernement? Parce que vous le savez, que le gouvernement passera par l'investiture et la présentation du programme au niveau de la représentation nationale. Et donc, tout est bloqué. Judith Souminoa Toulouka, pour sa part, a bouclé les consultations avec la classe politique. L'heure est maintenant à la mise en place du gouvernement de la République. Pour quel profil et pour quelle taille? L'on parle de 45 membres du gouvernement de la République à raison de 35 ministres et 10 vice-ministres. Voilà. Du côté Assemblée provinciale, sénateurs et gouvernements provinciaux, il y a des provinces, certes, qui ont déjà installé le bureau définitif au niveau des organes délibérants. Mais à Kinshasa, par exemple, c'est l'incompréhension totale, l'imbroglio. Hier, le président du bureau d'âge, Mokoso, a reporté unilatéralement la date des élections au mercredi prochain, ce qui n'a pas été du goût de membres de l'Assemblée nationale, on va dire les députés provinciaux qui tiennent mordicus à obtenir les élections ce jour. Déjà, avant même que les animateurs ne soient installés, l'on vit déjà la première crise au niveau de la ville de Kinshasa. Est-ce que cela n'augure pas les désordres qu'il y a au sein de l'Union sacrée, l'absence de concertation et d'un leadership fort? Du côté des invalidés, Firmin Vondé demande à la population de fournir des preuves de personnes que la CENI a incriminées. Est-ce que c'est une vaste blague? Est-ce que la CENI n'est pas à mesure de fournir au procureur près la Cour de cassation les éléments de preuve pour que les auteurs de la fraude électorale soient déférés devant les instances judiciaires? Voilà tout pour aujourd'hui, mais nous allons nous focaliser sur la situation de l'Est pour savoir où en est-on. Est-ce qu'à Kinshasa, on ne se préoccupe plus de cette situation en telle enseigne que nos compatriotes de l'Est sont ainsi abandonnés à leur triste sort? Voilà. Nicolas Kazadi continue à flirter dans les médias. Il menace même à nous faire arrêter. Je crois qu'après cette émission, j'aurai le privilège de faire une édition d'actualité commentée pour fixer quelques dérapages constatés dans différentes communications du ministère des Finances. Il a été avec nous la semaine passée et il a fait justement un carton plein. Maître Carlos Mopili, que vous aimez tant, c'est lui, l'invité de Patrick Lukala de ce jour. Maître Carlos Mopili, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je me porte un peu bien, toujours un peu bien, parce qu'on ne peut pas se porter à ravir pendant que nos compatriotes meurent chaque jour à l'Est et d'autres meurent ici chaque jour à cause de la misère sociale qui est en train de décimer la population. Et voilà un peu. Voilà, je rappelle que vous êtes professeur des universités, vous êtes chercheur, vous êtes spécialiste en cybercriminalité. Oui. D'ailleurs, les seuls experts que nous avons en Afrique centrale. Vous êtes originaire de l'Est. Non, je n'aime pas ça. Je suis président national. Vous êtes président national de la société civile. Conseil suprême de la société civile. Et la société civile électorale. Voilà. Voilà, très bien.
Ah, vous étiez là. Moi, vous savez, moi, dans mon parcours, je n'ai pas bénéficié, de cette histoire-là de la communauté tribale et tout ça. Oui, il y a des gens qui ont bénéficié de ça. Moi, je n'ai pas bénéficié de ça. Mais j'aime ma communauté, j'aime ma tribu, j'aime mes frères. Mais je n'aime pas vraiment, parce que moi, je suis de l'école de l'Umumbiste, mais de Musée Kabila. C'est-à-dire, nous, on prône plus le nationalisme et les panafricanistes. Très bien. Ça. Oui, maître. Donc, j'ai toujours maudit les tribalistes. Très bien. Et je les trouve que ce sont des gens qui sont de la race animale. Très bien. Parce que vous ne trouverez jamais une antilope se familiariser avec les lions. Jamais. C'est ça. Donc, quelqu'un qui ne réfléchit qu'en dans sa tribu, prenez-le comme il est de la race animale. Oui, maître. C'est vraiment une personne bête. Très bien, maître. Alors, j'ai reçu, il y avait Barnabé qui était passé avant vous. Il y a aussi maître Alain Chamavou qui était aussi passé avant vous. Mais tous sont revenus sur la situation économique de l'Est. Oui. Une économie extravertie qui dépend totalement du Rwanda et de l'Ouganda. Oui. Et ils sont partis de l'idée selon laquelle une grande partie des richesses de l'Est viennent à Kinshasa, bouffées à Kinshasa, et la caisse de péréquation vraiment n'est pas très avantageuse à la population de l'Est. Dernièrement, maître Alain Chamavou a prôné le fédéralisme, l'autonomie de cette partie de l'Est avec les recettes. Est-ce que cela pourrait être une solution? Parce que c'est le débat à l'époque de Lumumba. Vous êtes aussi un grand historien, vous documentez beaucoup sur l'histoire, vous avez une passion, l'histoire politique, une passion pour l'histoire. Je voudrais aussi réfléchir par rapport aussi, on va aborder la question de province et tout ça. Maître Carlos Mopili, les débats n'ont pas commencé aujourd'hui, l'unitarisme et le fédéralisme. À l'époque d'ailleurs de Lumumba et de Kasavubu, si j'ai bonne mémoire, Kasavubu, le premier président congolais, prônait le fédéralisme. Oui. Et Lumumba était dans l'état unitaire parce qu'il craignait les risques de la balkanisation. Maître Alain Chamavou a suscité ces débats du fédéralisme. Est-ce que vous pensez que si on va vers le fédéralisme, les provinces seront plus autonomes, plus efficaces, avec l'autorité de l'État assez solide, et que cela pourrait d'une certaine manière résoudre cette insécurité de la partie Est? Non, ce n'est pas dans ce sens-là. Parce qu'il y a beaucoup parlent de fédéralisme sans comprendre comment les États, d'où est venue cette forme de l'État qu'on parle du fédéralisme. Ok? C'est que, et là je profite pour expliquer le débat idéologique qui existait entre les pionniers de l'indépendance, qui était plus lettré politiquement que la génération ici, parce que c'est là où j'ai dû toujours dire d'avoir retardé la naissance de cette génération. Imaginez-vous si Chilombo, Bemba, Kamere, Mbosso, qui est encore là, Eliezer, Bati, Indie, Chadari, qui l'a citez-les là. Ah, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. La liste est longue. Voilà. Qui était à la table ronde politique. Qui ne se serait pas entendu. Hein. Est-ce qu'on pouvait arracher l'indépendance? Non, jamais. Déjà, on va en parler. Maître Carlos, on va en parler. Tu vois déjà au niveau du gouvernement. Voilà. Alors, trouver juste un ticket. D'abord l'opposition. Excusez-moi, maître, de vous couper la parole. C'est vous qui avez la parole. Vous allez continuer avec les fils d'idées. Vous voyez, l'opposition est incapable. Depuis 2006, Tilelo, ils n'ont jamais eu un seul candidat. Voilà. Bon, on a oublié aussi Mbata. On allait partir avec un juriste et Mbata. Vous voyez, dans les groupes. Ils sont incapables de se trouver. Kameri, Bahati, Mbosso et le reste de se trouver. Je vais te dire que Mbata la présidence du perchoir de l'Assemblée nationale. Voilà, avec cette génération de Kabouya, Peter Kazadi, professeur Mbata. Vous les connaissez tous, tous ces gens-là. C'est ceux qui pouvaient aller maintenant à la table ronde. À la table ronde. Ils étaient aussi accompagnés par les confessions religieuses, par la société civile. Nos chefs coutumiers au Bine la bateau, PC Mungwa, Binelio. Si c'est avec ces chefs coutumiers ici,
des fous moussis qui pouvaient aller accompagner les politiciens à la table ronde. On n'aurait pas dû arracher. On allait leur donner des femmes et de la bière et puis quelques billets d'argent et ils pouvaient commencer à se battre là-bas devant le blanc et ce sont les blancs qui pouvaient devenir leurs médiateurs. Donc Dieu, encore je te remercie, je te rends grâce parce que vous avez retardé la naissance d'une génération médiocre et d'abord envoyé la bonne génération des gens qu'on dit qui n'ont pas fait de grandes études des universitaires, mais quand même c'était des gens sérieux, trop jeunes. Alors, le débat c'était quoi? Je ne suis pas partisan de la Bako, mais tant que professeur de l'histoire politique du Congo, je vais quand même blanchir un peu Kasavubu dans ce débat. Kasavubu, lorsqu'il défendait le fédéralisme, voici la thèse de Kasavubu ou de la Bako. C'est que nous, avant l'indépendance, nous étions des États précoloniaux. D'autres professeurs qui réfléchissent comme les Muzungu, ils n'acceptent pas que le royaume Congo, le royaume Kuba Empire, ce n'étaient pas des États. Moi, j'ai toujours défendu ça avec les autres, que ce sont des États précoloniaux. Et qui répondaient aux mêmes normes, aux mêmes critères que les États modernes. Alors, comme c'était des États, qu'est-ce qu'on devrait faire? On devrait réfléchir en termes des États-Unis. C'est qu'on devrait maintenant signer un pacte républicain, un pacte fédérateur. C'est là où on parle de fédéralisme. C'est-à-dire que ce sont des États, ok, qui fédèrent et qui créent maintenant le vivre ensemble. Tout en respectant quand même que il y a les États préexistants, mais qui acceptent de se mettre ensemble. Est-ce qu'on se comprend un peu là? C'est à l'image d'une mutualité. C'est-à-dire, chacun est d'abord chef du ménage, mais on se met ensemble, on crée notre mutualité. Des ressortissants tels. Maintenant, la thèse de Lumumba, de l'unitarisme, pour Lumumba, il dit non. Ce n'est pas d'abord nous-mêmes qui avons créé le vivre ensemble. C'est par les sorts. Unis par les sorts. Oui. Oh là là. C'est que l'étranger a commencé à nous faire souffrir, à nous vendre. L'étranger là, on voit le négrier arabe, on voit le négrier portugais, hollandais, tout ceci. Et après, on a vu un autre qui arrive, un étranger qui dit non, il va venir nous aider et mettre fin à ça. Et il a eu notre soutien et nous lui avons donné tout. Et à la conférence de Berlin, il y a un acte où on a coupé, on a saucissonné. Ce qui fait qu'aujourd'hui, avec les six anciennes provinces, Lumumba dit c'est impossible. Parce qu'on a été saucissonné. Vous ne pouvez pas créer le fédéralisme, vous ne pouvez pas considérer les Katanga comme un État, alors que le Katanga n'est pas un État précolonial. Le Kivu n'est pas un État précolonial. L'Équateur n'est pas un État précolonial. Parce que il y a eu l'empire Baluba Shankadi qui prend une partie du Kasaï et même des Bandundu et une partie du Katanga. Comment vous voulez faire du Katanga un État fédéré? Ça vient d'où? Donc, il dit alors que nous, on ne peut pas partir avec des fausses bases. Nous sommes tous des Congolais par les sorts. Notre âme, c'est la souffrance, c'est la maltraitance, le carnage, la déshumanisation subie par l'autorité coloniale étrangère. D'où la thèse de l'unitariste de Lumumba et ses amis. Voilà un peu le débat. Maintenant, je reviens à votre question. Par rapport au contexte du... Vous savez pourquoi j'ai commencé par là? Oui, oui. C'est bien de nous rafraîchir la mémoire. Évidemment. Et surtout de corriger l'histoire mal enseignée. Maintenant, on parle
le problème du Kivu. Est-ce que cela pourrait être une solution? Je suis d'abord d'accord que ce n'est pas seulement le Kivu, même votre Sankuru. C'est une province très riche, mais qui est mal gérée par les Kinois d'origine sankouroise. Vous comprenez un peu la différence? Je comprends. Ce sont des gens qui disent à ses enfants, à leurs enfants que dans Sankourou Bandoki de Bazarak. Mais ce sont eux qui représentent le même Bandoki et qui s'approprient tous les intérêts, tous les avantages au nom des ressortissants de Sankourou. Et c'est la même chose avec les Kivu. Et même l'Équateur jadis. Alors on se dit quoi? Si vous voyez aujourd'hui les provinces qui produisent autant, il y a le Katanga, il y a le Kivu, province orientale, Congo central et ailleurs. Mais ce sont des provinces qui sont pauvres aujourd'hui, parce que ce sont des provinces pillées, et une fois pillées, tous ces gens-là, même les collabos originaires, ils viennent investir qu'à Kinshasa. Rare de trouver des Matata Pognon qui ont fait un peu l'exception. Et les Moïse Katumbi qui construisent dans leur village. Ouais. Maintenant, est-ce que ça peut faire avancer? Est-ce que c'est possible aujourd'hui? J'ai dit non. Avant de réclamer le fédéralisme, il faut d'abord demander la révisitation du découpage territorial. C'est-à-dire? On doit révisiter les découpages des provinces. En faisant quoi exactement? C'est-à-dire, retournons dans nos états précoloniaux. C'est que il y en avait déjà combien? Excusez-moi, Maître Carlos. Il y en avait déjà combien? Les états précoloniaux? Bon, on en avait dans le vingtaine. Plus aussi, dans la forêt, on trouvait, il y avait plusieurs clans. Ah, ok. Voilà. Mais les plusieurs clans qui avaient des sociométries. Parce que si on voit avec l'analyse sociométrique, évidemment, approchement, on sait comment on peut créer ces états précoloniaux. On sait par exemple les gens, les Tétéla, ils sont proches des Bakusu, ok? Et les Mongo. Oui. Ok? Ils peuvent créer les Lokele. Ils peuvent créer leur état. Donc la famille Anamongo, c'est d'ailleurs la plus grande. Voilà. Congo, hein. Là, quand vous créez votre état, vous aurez même les édits. Mais aujourd'hui, avec nos provinces, est-ce qu'on peut produire un édit même sous le mariage? Parce que ce sont des fausses provinces créées avec un principe divisé pour mieux régner. Vous êtes par exemple dans le sud Kivu. Comment vous pouvez dire que le sud Kivu en état un état fédéré peut se développer? Alors qu'au niveau du sud Kivu, il y a une tribu qui coopère dans la mafia avec les Rwandais, dans l'exploitation illicite des carburants. Vous êtes aussi au nord Kivu, vous trouverez il y a une tribu aussi qui est en connivence, en intelligence avec la mafia minière, avec le Rwanda. Ce sont les deux tribus là que vous refusez de citer quand même, hein, qui ont le monopole de la direction des provinces. Pourquoi vous refusez de les citer? Non, j'évite des... Vous évitez les sensibilités. J'évite des sensibilités. Bon, c'est pas grave, on analyse J'évite seulement. des sensibilités. On risque de croire que nous visons des gens. Et ces deux tribus-là, excepté les tribus c'est Tutsi. connu. Excepté les Tutsi. Pardon? Ce n'est pas les Tutsi. Ce n'est pas les Tutsi. Non, non, ce n'est pas les Banyamulenge. Ce ne sont pas les Banyamulenge. Non, non. Alors je vais les citer. Au sud Kivu, les tribus qui ont le contrôle de la gestion, c'est la tribu Bashishi. Bashishi. Non, les Bash ou bien les Chi. Ok? Ah, Bash ou bien les Chi. Les Chi. Au nord Kivu, c'est les Nandé. Et vous allez trouver dans toutes les guerres, depuis le RCD, CNDP, tout ça, c'est toujours les deux tribus que vous trouvez, les leurs. Dans la rébellion. Dans la rébellion. Dans la mafia. Dans l'agression. Et de l'autre côté, c'est toujours les leurs qui sont les autorités provinciales.
Même au niveau national, hein. Mais allons lentement. Même au niveau national. Je vous donne l'exemple. Le numéro 1 du M23, Bertrand Bissimo, un mouche. Il est mouche. Oui. Il n'est pas Banyamulenge. Non, non. Ah bon? Le numéro 1, c'est-à-dire le gouverneur militaire, il est mouche. Oh, du Nord Kivu. Non, mouche, c'est aussi du Kivu. Du Sud Kivu. C'est du Kivu. Non, mais au Sud Kivu, il n'y a pas de gouverneur militaire. Non, au Nord Kivu. Ah, au Nord Kivu. Le général Chirimouabi. Il est mouche. Il est mouche. C'est-à-dire qu'il est un ingénieur agronome recruté pendant le RCD, donc formé au Rwanda, ok? Ouais. Et après, il est monté en grade et jusqu'à devenir Le général. gouverneur militaire Oui, oui. de la province du Nord Kivu a été formé au Rwanda. Oui, c'est au période du RCD, non? On lui aura recruté pendant le RCD. Mais c'est un bon ingénieur agronome. Voilà. Donc, mais il a travaillé avec Mamadou Ndala. Hein? Ouais. Tout ça, voilà. Donc, vous voyez un peu ça? Donc, les Mouchi et les Nande qui gouvernent. Mais c'est eux qui gouvernent le nord comme le sud Kivu. Alors, maintenant, au sud Kivu, les Baji, ok? Qui ont le monopole de la gestion. Même dans les territoires des autres tribus, c'est eux qui sont des administrateurs du territoire. L'ANR, c'est toujours oui. Deuxième, c'est toujours oui. Deuxième, toujours oui. Et maintenant, vous voulez parler du fédéralisme pendant que les opérateurs économiques de Bukavu, ils ne veulent pas qu'on puisse réhabiliter, alors qu'il avait le financement, réhabiliter la route numéro 1. C'est quoi numéro 1 ou bien numéro 2? De Bukavu, Chabunda. Parce que le territoire le plus riche du monde, pas du Congo, c'est le territoire du Chabunda. Il y a quoi là-bas? Il y a tout. Et le Blanc n'a rien trouvé. Mais n'a rien pris. Parce que c'était, à l'époque coloniale, Chabunda était comme la réserve royale du roi. Ouais. Du roi. C'est là où vous trouvez le deuxième hôpital général en bâtiment. Après Mamaemo, c'est l'hôpital général de Chabunda. Après le sénatorium de Kinshasa, c'est le sénatorium de Chabunda. Waouh! Au niveau du territoire. C'était le territoire qui ne dépendait pas de Bukavu à l'époque coloniale. Pourquoi ils ne ça veulent pas dépendait directement du roi. Pourquoi ils ne veulent pas la réhabilitation de la route Bukavu-Chabunda? Pourquoi? Pour quel intérêt? On parle de la désarticulation interne. Ce que Chabunda comme un territoire le plus minier, parce qu'à Chabunda, lorsqu'il pleut, il faut enfermer les enfants dans les chambres. Pourquoi? Parce que les enfants sortent toujours des différentes chambres pour aller chercher du sable. Et les sables là qui viennent des eaux de ruissellement a de l'or. Waouh! Oui. Je connais quelque part là de chez moi là, à Kikongo, Kikamba. Une femme allait seulement faire la récolte de manioc. C'est en tirant les racines de manioc qu'elle a vu de l'or. Et le champ de manioc s'est transformé en un carré minier. Ah oui, en une carrière minière. C'est derrière Kikamba là. Mais pourquoi ils refusent de réhabiliter? Je voudrais que ça soit clair. On refuse parce que il y a les vols. Là où le billet d'avion Bukavu Kinshasa, c'est moins cher que Bukavu Chabunda. Là où l'avion fait 40 heures, 40 minutes. Le billet est plus cher. Le billet dans $380. Alors que là où l'avion fait 2 heures, c'est 280. Donc ça, on veut faire du territoire de Chabunda comme les centres du réseau mafieux. Oui, des mafieux, d'exploitation. Il est là où anarchique. Tout ce qui est comme drague a été envoyé pour exploiter et venir vendre leurs produits miniers, leurs produits manufacturés. Donc c'est un peu ça. Donc le fédéralisme n'est pas une solution, d'autant plus que les enfants du Kivu eux-mêmes
pour la plupart, sont impliqués dans la mafia de minerais, de l'or et de tout ce qui va... Et ils n'ont pas la bonne volonté de développer chez nous. Mais le gouvernement de Warrior ici, il y avait 7 ministres du Sud Kivu. 7 ministres du Sud Kivu. 7 membres du gouvernement du Sud Kivu. Oh là et là. parmi les 7, il y a un Munyamulenge, Alexis Guissaro. il y a, je crois, un de Ouvira, celui de François Robota. Hein. Et les 5 étaient des bâches. Kamere, Boji. Kamere et Boji, des mêmes territoires. Donc Walungu avait beaucoup là. Hein. Et puis vous prenez ça. Après ça, vous avez le Sénat, président du Sénat. Vous avez premier vice de l'Assemblée, du bureau de l'Assemblée Mbosola, de l'Assemblée nationale. Tout ce monde-là. Mais si vous arrivez, il n'y a que j'ai appris Boji qui a une très belle maison qui est en train de finir. Oh, parmi tous ces dignitaires du Sud Kivu, il n'y a que Boji qui a une belle maison. Non, qui a la plus belle maison. Non, pas le leader. Pour le leader, aussi d'abord Bati, il investit. Hein. Bati, c'est quelqu'un qui est un exemple. Beaucoup d'hôtels. C'est quelqu'un qui est un exemple. À Goma surtout. Oh, non, à Bukavu, il a acheté l'hôtel Riviera de Biru. Lui, il achète toujours, il ne construit pas. Non, il a réhabilité. Non, Bati, vraiment, lui, son argent est palpable. Partout. Même à Kinshasa, c'est palpable. L'autre, je parlais des ministres qui étaient en fonction de ce qu'ils ont fait. Mais pour les œuvres, il y a par exemple Bassengezi, c'est quelqu'un qui a des œuvres partout. Hein. Et très bien. Il y a, et puis, parmi eux, il y a par exemple Bassengezi, il y a qui Bati, bon, il y a Kamere qui s'est réconcilié aussi, hein, qui a fait un bon geste d'unité aussi du Kivu, parce qu'il a désigné dans son ticket quelqu'un de Chabunda, hein, parce que Kamere était accusé, lui, Kamere et puis l'évêque, le monseigneur, l'archevêque de Bukavu, hein, comme si c'est des gens qui appuyaient sur cette zizanie, hein, tribale. Mais ta mère quand même il est à féliciter. Donc le fédéralisme en soi, dans la conception de mes invités qui vous ont précédé, n'est pas une solution par rapport à cette problématique. Mais déjà nous sommes dans le régionalisme. Le régionalisme, c'est une forme de l'État hybride. C'est-à-dire c'est un pas dans le fédéralisme. Parce que dans le régionalisme veut dire quoi? Les provinces sont devenues des entités, ok, qui ont des personnalités juridiques. Aujourd'hui, les provinces peuvent s'endetter, même à des banques étrangères. Oui. Mais le problème, c'est quoi? Depuis 12 ans, nous n'avons qu'une seule tribu qui dirige la province, par exemple, du Sud Kivu. Une seule tribu qui dirige la province du Nord Kivu. Les Nandé. Bon, chez les Nandé, quand même, c'est quelque chose qu'on voit. Mais au Sud Kivu, pourquoi les Balégas ne regrettent pas? Parce que même dans les territoires des Bachi, il n'y a rien comme même 5 km de routes réhabilitées. À Walungu, on dit que c'était l'effort personnel du ministre Boji. De l'autre côté, c'est Katitima qui se débrouille. Donc, c'est un peu ça. C'est des termes des individualités, mais comme un projet comme ça, bancable, il n'y a rien du tout. Très bien. Donc, si déjà vous avez tout, on vous a donné le ministère des Travaux publics et réhabilitation. Hein? Vous n'avez on rien vous a donné le Sénat. Vous avez la première dame. On vous a donné tous les ministres. Maman Zakuna. Voilà. Mais maman n'a pas de responsabilité politique. Mais maman, même quand maman, vous savez que si maman dit aujourd'hui à Fatih, je vais voir dans 6 mois. Ah, il y a beaucoup de dinosaures là, risque de croire que maman fait la politique. Ah, ok, c'est un peu ça. Donc, vous voyez un peu que tout ça, on a eu. Mais rien n'a été fait. Alors, vous croyez maintenant, si on vous donnait les fédéralismes, ça va faire quoi? Très bien. C'est comme les gens qui disent que... Une autre question. Il y a un problème, c'est le même problème même ici à côté du Congo central, ok? Vous avez tout. Mais vous faites rien. Mais vous ne faites rien. Une autre question, Maître Carlos Mopili.
Mes invités ont dit que les activités, l'économie du Kivu est détenue est pratiquement contrôlée par le Rwanda. La plupart des transactions se font avec le Rwanda. Oui. Les produits manufacturés viennent du Rwanda. Et de l'Ouganda. Le carburant vient du Rwanda. À Goma, d'ailleurs, j'ai vu un réseau de télécoms rwandais qui était presque opérationnel. Et beaucoup d'opérateurs du Kivu gardent leur argent soit à Kampala, soit à Kigali au Rwanda. Ça, ce sont des faits qui sont vrais. Mais ça ne commence pas aujourd'hui. Voilà. Et alors, par rapport à l'insécurité, est-ce que les opérateurs du Kivu, les opérateurs économiques du Kivu, ont beaucoup plus à gagner lorsque le Congo sera stable et que le Congo sera à mesure de contrôler l'économie de cette partie du territoire plutôt que de rester dépendant de ces deux pays que je viens de citer? Non, attention, peut-être ils n'ont pas bien expliqué, je n'ai pas suivi. Non, c'est ma question. Ok, ça va. Voici ce qui se passe. Ouais. C'est depuis le Zaïre de Mobutu où les comptoirs qui achetaient l'or de chez nous, très cher, parce que moi j'ai grandi à l'époque là, l'or c'était une monnaie. On pouvait payer à l'école. Trocs, hein? Oui, Les non, ce n'était pas les trocs. Les trocs, c'est autre chose. L'or, c'est de l'argent. L'or, c'est de l'argent. C'est-à-dire, vous voulez acheter quelque chose dans une boutique, il y a une balance là. Non, il y a une balance là. Vous achetez un rayon, en grammes, hein, ou en tola. Vous pouvez acheter une moto, des vélos en tola, tout ceci. Vous pouvez vous marier et puis la partie de la dot, vous donnez en or. Ça, moi, j'ai grandi comme ça. Sinon. Alors, mais là où l'or, c'était comment? Si vous voulez vendre de l'or, vous devez arriver à Chabunda, soit à Kamituga. Vous arrivez à Mugogo. À Mugogo, c'est à 60 km de Bukavu. Vous trouvez encore un autre comptoir là. Il y a un taux un peu élevé, un prix élevé. Vous arrivez à Bukavu, vous trouvez encore un comptoir à un prix élevé. Mais si vous voulez, les gens de Bukavu, allez vendre à Bujumbura. C'est à Bujumbura où il y avait un comptoir qui avait un prix très élevé. Et c'était très bénéfique. Nous sommes en 1994, 95, 96. C'était ça la réalité. Parce que les gens croient que tout commence après la FDR. C'était à l'époque du Zaïre. Déjà à l'époque du Zaïre. Et pour tout, il y avait déjà ce qu'on appelait la fuite du cerveau. Tous les gens qui terminaient à l'ISP, Bukavu, allaient enseigner au Rwanda. Oui. Et au Burundi. Oui. C'est là où l'autre ici, par exemple, qui est ici, qui était ambassadeur, et puis Mugalu. Lui, il a enseigné au Rwanda et il a terminé à l'ISP, gradué à l'ISP, il est allé aussi enseigner au Rwanda et je crois au Burundi. Alors, c'était comme ça à l'époque. Ça, c'est la fuite des cerveaux. Maintenant, fuite des capitaux. Non, on parle de fuite de cerveau, c'est-à-dire lorsque les intellectuels... Oui, ça c'est autre chose. Moi, par rapport maintenant, nous allons pour le plan économique. Oui, au plan économique. Parce que la question était de savoir, est-ce que les opérateurs du sud du Kivu auront beaucoup plus à gagner lorsque le Congo sera stable et que le Congo sera à mesure de... J'ai compris la question. Ou c'est mieux de rester, collaborer avec les pays voisins comme ils le font. Voici ce qui se passe. Ouais. La réalité, c'est que nous, on n'a pas su comptabiliser notre intelligence stratégique économique et aussi au niveau international. Nous avons le port de Mombasa et de Dar es Salaam construit par l'argent du Zaïre. Où c'est? Le port de Dar es Salaam et de Mombasa, c'est construit avec notre argent. Lisez le livre des professeurs Boulaïbou. Parce qu'ici, les gens, les mafieux, ils sont allés prendre les livres de Onana. On a vendu ça à la présidence, tout, alors qu'il n'y a rien du tout. Un contenu torséné de Onana. Il n'y a rien. Il a écrit ce qu'il a lu dans les rapports. Mais il y a les gens qui maîtrisent très bien. Quand vous lisez, par exemple, le mémoire du DA de Paluku, vous trouvez des choses très profondes que les livres de Onana. Ah, je vais chercher les mémoires. Est-ce que le mémoire du DA de Paluku est disponible? Mais à l'université de Kinshasa. On peut pas le copier ça pour moi? Vous pouvez l'inviter. Vous pouvez l'inviter. Il est devenu très indisponible. Il a vraiment des connaissances sur la situation de l'Est. Mais qui l'exploite? J'aimerais vraiment faire une émission avec lui. Qui l'exploite ici? On est allé, les mafieux sont allés chercher Onana.
Parce que quand quelqu'un publie les rapports, nous on a rédigé des rapports, ou quand vous voyez les rapports... Répondez maintenant à la question. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Il gagnerait beaucoup mieux lorsque le Congo sera stable, ou alors on sécurise la partie du Congo, mais on les laisse transacter avec les... Il y a les mensonges. Je vous dis, après les génocides du Rwanda, en avril 1994, les Congolais étaient moins payés aux Zaïre et ils fouillaient pour enseigner au Rwanda parce qu'au Rwanda, il était mieux payé et puis il construisait une maison à Bukavu ou bien à Goma. À l'époque, le Rwanda ne pillait pas les Congo. Le Rwanda n'agressait pas les Congo. Le Rwanda organisait son pays, son État, son administration. Ça, nous devons dire la vérité. Ouais. Aujourd'hui, vous êtes au Rwanda, à Bukavu, à Goma. La viande des vaches que vous amenez ici à Kinshasa vient du Rwanda. Vient du Rwanda. Les filles, les prostituées, tout ceci. Les belles femmes. Les belles femmes, que même nos militaires, même les Wazalendo sortent avec elles. Viennent du Rwanda. À Goma, ce sont des Rwandais. Donc les Rwandais organisent même la prostitution. Oui. Ouais. Les ouvriers, ce sont les Hutus. Quand vous êtes à Bukavu, toute la partie là de Ngouba, jusqu'au pôle, mais ce sont les Rwandais, les Tutsis. Les filles de chambre, ce sont les Tutsis rwandaises. Mais quand on est ici, on attendra quelqu'un de Bukavu, de Goma qui crie, il faut fermer les frontières. C'est du mensonge. C'est du mensonge. Donc ça, c'est quand même, ils ont dit la vérité. Autre chose. Lorsque, par exemple, on met fin à la guerre, il y a les gens qui vont se retrouver, la grande partie, et la minorité ne va plus se retrouver. La minorité qui est devenue millionnaire. Ah, si on met fin à la guerre. Oui. Donc cette partie de l'économie, des opérateurs économiques, ne se retrouverait pas si on met fin à la guerre. Oui, oui. Parce que autrement dit, ils sont derrière la guerre. Oui, mais ces gens, ils se retrouvent aussi. Attention. Moi, je suis de la coalition nationale pour la CPI. Je sais comment les crimes se font dans la sous-région des Grands Lacs. Vous trouverez toujours, vous avez déjà entendu plusieurs opérateurs économiques être abattus. D'une manière comme ça tragique. Ouais. Vous savez flou. Si vous creusez, nous connaissons la vérité. La plupart des opérateurs économiques du Kivu, ils n'ont rien. Leurs capitaux, c'est les capitaux des seigneurs de guerre. Oh! Bosco Tagande est à la CPI, mais ces millions qu'il a laissés au Congo sont entre les mains de ces opérateurs économiques-là. Et ces hommes sont dans l'armée. Donc les opérateurs économiques du Sud, la plupart sont des sous-traitants des seigneurs de guerre. Voilà. Quand vous êtes aujourd'hui à Kalima, vous trouverez l'ancienne génération, c'est-à-dire les Hutus qui sont venus en 1914 ou 1938 là, dans l'ex-Someki. Je les ai trouvés avec des grandes boutiques et tout, ils sont devenus des grands commerçants. Mais les gens ne savent pas. Il y a parfois, on développe une mythologie que non, ils ont maintenant des gris-gris. Non, la vérité c'est que les FDLR, les Hutus maintenant, les FDLR, et eux, qui sont considérés comme les Hutus congolais ou les immigrés de l'époque, en résumé, leur donnent de l'argent et eux maintenant travaillent avec l'argent de ces gens-là. Vous allez voir quelqu'un qui avait une petite boutique, après 6 mois, un clin d'œil, est devenu millionnaire. Millionnaire, il commence à louer un aéronef avec des minéraux, et il commence à vous construire un hôtel de 4 niveaux. L'argent est venu d'où? C'est l'argent des seigneurs de guerre. Et donc... et si il trahit le seigneur de guerre, il meurt. On l'envoie les gens au là-bas à midi. La plupart, on les abat comme ça. Très bien. Alors, on peut aujourd'hui... Mais attention, j'étais à Dubaï, parce qu'à l'époque, quand je n'avais pas cette histoire-là, j'ai voyagé plusieurs fois à Dubaï, donc aux Émirats Arabes Unis, quand j'avais mon contrat de partenariat d'avocat là.
Vous êtes à Dubaï ici, vous payez 1500 dollars à l'époque, en 2014, 2015. Vous payez 1500 dollars turkish, c'est moins cher. Parce que Air Ethiopia c'était 1800. Mais vous rencontrez un Congolais qui vient de Bukavu et de Goma. Lui, il a traversé à Kigali et il a payé 350 dollars. Pour aller à Dubaï. À Dubaï. Oh là là. Aller-retour. Et voici leur témoignage. Les Congolais, nous sommes très médiocres. Voici leur témoignage. Lorsqu'un opérateur économique de Goma quitte Dubaï, il descend à Kigali, il est à l'aise. Il marche même avec son argent dans les chassés blancs. Mais lorsqu'il veut traverser la frontière pour entrer à Goma ou bien à Bukavu, il faut qu'il appelle un général ou bien un colonel pour venir le sécuriser. Parce qu'il y a la tracasserie au Congo et au Rwanda. L'État n'est pas organisé. Mais c'est ça le grand problème. L'État mafieux. Attendez, maître, avant que... Mais tout ce qu'on raconte, vous êtes à Goma. La plupart de nos directeurs ici, ils habitent où? Au Rwanda, à Gisenyi. Très bien. Alors, maître Carlos Moupili, on peut comprendre aujourd'hui que la prospérité de plusieurs opérateurs économiques du Kivu, elle tire son origine de l'instabilité, de la guerre et de l'implication de cette agression dans la partie est du pays. Question de savoir. C'est des mafieux. Et leur mafia, c'est quoi? Est-ce que je vous dis, c'est parce que... Je vous ai dit, vous trouverez les tribus, les opérateurs économiques, dont leurs tribus, dont les membres de leur tribu sont de l'autre côté de la rébellion. Ils sont un peu sécurisés, ok? Et ils progressent. Et parfois, ils travaillent avec l'argent de leurs frères qui sont dans des rébellions ou qui sont dans les groupes armés. Donc les politiques qui sont dans les institutions? Non. Dans l'M23, il y a les leaders de Nande, les Houndé, ok? Qui sont dans les M23. Ils exploitent des minéraux là-bas. Et quand ils ont l'argent, ils confient ça à qui? À leurs frères qui sont des opérateurs économiques à Goma. Très bien, merci. Mettez un point. Nous avons appris quand nous fûmes aux humanités littéraires que dans la guerre, la guerre entre l'Empire romain avec la conquête qui se faisait à l'époque, les opérateurs économiques jouent un très grand rôle pendant la guerre, pendant l'agression. C'est parmi les personnes qu'il faut vraiment surveiller. Ces histoires des politiciens ici, au Nanga, au Kabila, au Lengankoi, peut-être qu'ils sont cités abusivement, mais le plus grand suspect pendant les temps de guerre, ce sont les opérateurs économiques. Est-ce qu'au niveau de l'État, bon, c'est une question générique, la réponse aussi, elle est connue, mais ça vaut quand même la peine que je revienne, maître Carlos Moupili. Est-ce qu'il y a une intelligence développée au niveau de l'État pour contrôler cette situation, c'est-à-dire, en dépit du fait que nous crions tous les jours à l'agression rwandaise, ce qui peut être vrai aussi, que nous sommes agressés par le Rwanda. Mais est-ce que l'État congolais est conscient? Et s'il est conscient, qu'est-ce qu'il fait pour contrôler l'implication de certains opérateurs économiques du Kivu dans l'agression de cette partie de l'Est? Est-ce qu'il y a une intelligence qui est développée? Non, il n'y en a pas, papa. Je vous dis ceci. Cette histoire de guerre, hein, je vous ai parlé quand on parle de la guerre à l'Est. Ça devient une mafia. Non, non. Quand on parle de la guerre à l'Est, n'oublie pas ces deux postulats. Ouais. Depuis 2000, on va finir par là. Depuis 2012, quand j'ai défendu mon mémoire de Master D en France, j'ai présenté ces deux postulats et ça n'a jamais été déboulonné. Premier postulat, c'est que nous vivons un conflit armé international mais internisé. Internisé? Oui, oui. Deuxième postulat, très important, c'est que nous vivons une insécurité sécurisée. Expliquez-vous rapidement. L'insécurité de l'Est est sécurisée au niveau international, donc par l'ONU d'abord,
au niveau régional et au niveau national. Au niveau régional, on trouve tout ça, les pays là. Hein? Les IAC. Non, oui. La SADC. Rwanda, Burundi. Non. Ouganda. Hein? Au niveau national, ce sont les collabos. Parce que comment fonctionne la mafia? La mafia consiste à placer le gens partout. C'est ça aujourd'hui, la vie de Kinshasa, comment elle fonctionne. C'est la mafia libano-pakistano-libanais chinoise place le député provincial, ok? Place le gouverneur, achète, parce que pour les tickets là, pour que vous soyez le ticket de l'Union sacrée au Katanga, là où il y a des mines. Mais c'est des paquets, ça s'achète. Et Fachi, non ça, il ne connaît rien. C'est comme le Kabila aussi, il ne connaissait rien. On achète déjà tous les collaborateurs du président. Pas tous, je dis la majorité. On cherche les influents. Si vous résistez, on vous fait partir. Et on place le leur. Et c'est là dans presque toutes les institutions. Il faut qu'on place le leur. C'est qu'on sait que au niveau du renseignement, il faut qu'on place le leur. Au niveau de la justice, il faut qu'on place le leur. De la justice militaire, il faut qu'on place le leur. Au niveau de la tête des provinces, il faut qu'on place le leur. Si vous n'êtes pas le leur, on va vous monter un dossier avec des faux témoins. Si vous priez vraiment beaucoup. Parce que si vous ne priez pas beaucoup, on va vous éliminer physiquement par poison ou par autre chose. Et vous partez. C'est comme ça la mafia. Elle est très redoutable que le terrorisme et la mafia. Et regardez le système. Après 1+4, ne pouvait avoir un CV redoutable que celui qui venait du MLC du RCD. C'est eux qui sont montés en grade dans l'armée. Mais partout, maintenant, quand vous posez la question, maintenant, on doit aller vérifier. On va vérifier quoi? Parce que nous avons une loi sur la lutte contre les blanchissements des capitaux et le financement du terrorisme. Piloté par, c'était à l'époque par le vieux CGR Katwala, paix à son âme, et aujourd'hui c'est par l'ancien procureur Kissoula. Le procureur général qui était près la cour d'appel de Matete. C'est lui maintenant qui est à la cellule nationale de renseignement financier. Ils ont arrêté combien de gens? Or, la CNRF, c'est elle qui peut sauver le pays, pas l'IGF. Non, l'IGF dans le domaine. Si on donnait à l'IGF, vous voyez par exemple le monsieur là à Lingeti. Si c'est à Lingeti qui était à la CNRF, où on cherche quelqu'un du profil d'Alingeti, je te dis, votre question là pouvait être pertinente. Votre préoccupation plutôt. Parce que, avec le blanchiment des capitaux, la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, on poserait la question à tout le monde de justifier l'origine de sa fortune. Mais ça serait un problème. Même pour le secrétaire général de l'UDPS. Vous n'avez pas encore travaillé, mais comment vous pouvez avoir, par exemple, 4 maisons? Ok? Vous êtes ministre. Un ministre au Congo, il touche au plus 30 000 $. Mais il a des immeubles. S'il travaille pendant 10 mois, il a 300 000 $. Ok? S'il travaille 20 mois, il a 600 000 $. Or, 600 000 $, c'est un petit terrain de 25 mètres sur 20 au quartier GB. Mais vous allez maintenant m'expliquer comment un ministre peut acheter une maison. À Gombe, à 1 million, il appelle le bulldozer, il démolit tout. Et il construit. Et puis il construit dans 6 mois. Dans moins de 6 mois. Un immeuble de 10 étages. Il y a eu cet argent où? Comment on peut avoir 6 millions de dollars sans être endetté dans moins de 3 mois? Si CNRF travaillait, en tout cas dans ces pays, on aurait résolu beaucoup de problèmes. Hein. Oui, même vous, Patrick. Merci. Patrick, tu fais un mariage de plus de 20 000 $.
Senaref doit t'interpeller. Tu dois as eu l'argent justifier. Tu as eu l'argent. Et là, à ce qui concerne le droit de la preuve, si on parle de quoi? Écoute bien. On parle de l'inversion de la charge de la preuve. Vous savez toujours le fameux principe actor incumbit probation. Il appartient à celui qui allègue les faits. Oui, mais en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux, on vous demande de fournir les preuves. c'est à vous l'accusé de fournir des preuves. Donc il faut un alinguette à la tête de Senaref. Voilà. Donc, ou bien qu'on lui donne les... On nous a appris qu'Alinguette a la confiance du chef. Il faut qu'on donne à la Senaref une compagnie de la garde républicaine aussi. Non, mais le problème, c'est le leadership. Non, le procureur qui est là, il était procureur ici au parquet de grande instance de la Gombe à l'époque. Depuis qu'il est là, on sent rien. Non, c'est-à-dire il a peur. Il a peur. Mais je dis ceci, s'il commence, si la Senaref commence, ça commencera à la présidence. Très bien. Ça compensera avec les cadres de l'UDPS qui n'ont pas le boulot mais qui ont déjà des maisons. Donc le secrétaire Kabouya lui-même. Par exemple. Alors il faut que quelqu'un puisse avoir la confiance parce que même Alinguette, vous savez comment parfois il donne un dossier facile. Mais c'est un peu difficile. Ce n'est pas facile, c'est très difficile. Merci beaucoup Maître Carlos Mopili. Le dossier de l'Est nous a pris pratiquement 45 minutes. Ce n'est pas possible. J'aime beaucoup l'Est du pays. Vous savez là, moi j'aime beaucoup la ville de Goma. Oui. J'aime aller passer du temps là-bas. J'aime la population de l'Est. J'aime le climat de l'Est. J'aime mes compatriotes de l'Est. C'est comme ça que de temps en temps, à mes risques et périls, je consacre Mais vous savez pourquoi? beaucoup de temps avec des gens qui maîtrisent la donne. Vous savez pourquoi? L'Est là, c'était un État. Un jour, je viendrai parler de cette histoire. Très bien, on viendra. État Maniema, des typos. Ouais. Qu'ils ont fait les alliances avec les rois belges. On a créé, c'est pourquoi on parle Congomani. Congo, Maniema, c'est Maniema. Ah, ok, très bien. Okay. Alors, c'était déjà un État très avancé avant l'arrivée des Stanley. Très bien. C'est pourquoi les gens de l'Est, ils sont un peu avancés parfois sur le plan organisation. C'est parce que c'était un peu là, ils ont cumulé l'influence arabo-musulmane et l'influence belgo-chrétienne. Merci beaucoup, Maître Carlos. En tout cas, avec Maître Carlos, on prendra rendez-vous peut-être chaque week-end pour parler froidement, analyser froidement, surtout la question de l'Est. Maître Carlos Mopili, je vous prie de me trouver les mémoires du ministre Julien Paluku. Il a vraiment des connaissances sur la situation de l'Est. Je ne sais pas comment il a fait pour acquérir toutes ces connaissances. Non. Lui, il était de l'AFDEL. Il était du RCD. Après, gouverneur. Et fils de là. Ah, ok. C'est ça. Et puis, il est nandé, c'est ça. Il est nandé. Voilà. Et est né de chercheur. C'est aussi ça. Ok, c'est ça. C'est-à-dire, lui, j'aimerais vraiment faire une émission avec lui. Il écrit ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu et ce qu'il a lu. Les données empiriques. Contrairement à Onana, il vous écrit ce qu'il a lu. Il peut avoir lu, Julien Paluku, il vient y réécrire. Mais il peut lire le rapport des élections ici, des missions d'observation, qui ont dit que tout était bien passé. Il fait un livre. Il fait un livre. Un faux chercheur, Onana. Et Nana est un faux chercheur. Quand vous lisez les rapports, très célèbre au Congo. Quand vous lisez les rapports, dans ce même gouvernement, vous avez Julien Paluku qui maîtrise la situation mieux que Onana. Mais est-ce que quand on a encore Jean-Pierre Bemba, qui est encore vivant, Papa, Jean-Pierre Bemba est vivant. Mais vous avez besoin de Onana pour vous dire l'histoire de la guerre. Bemba est vivant, ministre de la Défense. Azarias aussi est vivant. Azarias est vivant. Maître Carlos Mopili est là. Kabila Joseph est vivant. Si on vous nomme au Senaref, vous seriez... Et vous avez besoin... Attendez, maître. Si le président Tshisekedi vous appelle, dit, je vous confie Senaref, par exemple, vous allez accepter? Senaref? Ouais. À condition qu'il me donne une compagnie de la garde républicaine. Pour vous protéger? Pas pour protéger, pour me permettre d'aller arrêter les gens. Merci beaucoup, Maître Carlos Mopili. Il nous reste très peu de temps pour tout ça. Alors, Fime Wunde,
a ouvert une action, mais il y a un problème de preuve. Cette histoire des invalidés finira comment, Maître Carlos Mopili? Parce que là, il faudrait qu'il y ait des procès. On a accusé des gens qui ont même perdu leur siège à l'Assemblée nationale. Il faudrait quand même qu'on organise un procès pour établir les responsabilités. C'est-à-dire voir si réellement ces gens étaient impliqués dans la fraude, dans la détention des machines à voter de manière illégale, ou qu'ils sont innocents. Mais pour ça, il faut de preuves. Le procureur, visiblement, n'a pas de preuves. Il commence à demander à tout le monde de venir et de poser les preuves pour qu'il organise son dossier pour aller jusqu'au bout. Comment voyez-vous l'avenir de ces dossiers? Parce qu'au Congo, on peut avoir dénoncé quelque chose aujourd'hui, mais quand ça passe des jours, on oublie, et 10 ans après, on retombe dans la même erreur. Vous savez, ça fait très mal dans notre pays. C'est que si on politise tout, vous savez, aujourd'hui, j'ai des difficultés pour enseigner aux enfants les droits. Tout ça parce qu'on n'a pas de bons exemples. Pendant que je devrais expliquer les étudiants une matière pendant 5 minutes, mais ça me prend 20 minutes. Parce que j'enseigne ce qui ne se vit pas au Congo. Comment, Patrick? Ces gens-là, attrapés avec des machines, on parle de quoi? On parle d'infraction flagrante. La procédure en matière de la flagrance est connue. C'est le même code de procédure pénale. Ah, Zambé. Pour arrêter un député du FCC ou bien du MLC, là, la procédure pénale est respectée. Avec la procédure de flagrance. On dit on ne respecte même pas les humanités, tout ceci. Ouais. Mais on attrape un député, c'est la population, la clameur publique est là, avec la machine. Les OPJ arrivent, ils documentent la situation. Les PV sont là. Et vous dites que vous entendez encore quelle preuve. Et pourquoi à l'époque vous n'avez pas directement procédé par ce qu'on appelle la procédure par flagrance? C'est là où il y a un problème. Parce que pourquoi la procédure flagrance va avec la célérité, exige une célérité? C'est pour éviter la subtilité de preuves, l'évaporation de preuves. C'est pourquoi lorsqu'il y a une infraction flagrante qui est en train de se commettre, qui est en train de se commettre, le ministère public qui a la mission de rechercher les infractions s'est saisi d'office, n'a pas besoin d'une plainte ou d'une dénonciation. Un OPJ qui est le bras allongé du ministère public, donc du procureur, trouve une infraction qui est en train de se commettre, il se saisit d'office, il l'arrête immédiatement et il dresse un procès verbal. L'article 6 du Code de procédure pénale autorise à tout Congolais, à toute personne, lorsque la personne trouve une infraction qui est en train de se commettre, et cette infraction est punissable de 6 mois. Par exemple, vous trouvez un roulage, un agent de roulage, en train de demander l'argent, les kanyaka. Directement, vous avez le droit, il y a qu'à bloquer et de l'amener au service compétent. Parce que si vous ne le faites pas, il y aura évaporation des preuves. Maintenant, le CENI avait tracé tout un tableau. Tel candidat, on l'a trouvé avec
la machine à la maison. Il a fait ceci. Il a menacé le personnel de la CENI. Et vous dites que nous n'avons pas de preuves. Et pour Salomon Sikadela, vous l'avez arrêté d'abord avec un faux revolver, un revolver. Après, il dit ce n'est pas son revolver. Vous commencez à fouiller dans son téléphone en violation de l'administration de la preuve pour chercher des preuves. C'est quoi ça? Vous arrêtez, mais c'est comme Bisselele, vous commencez à fouiller son téléphone, vous trouvez ces histoires intimes, vous les balancez. Et maintenant, pour les gens que tout le monde a vu, des vidéos circulées. Et le grand aussi problème, c'est que la CENI qui devrait publier la deuxième liste ne l'a pas fait. Ne l'a pas fait. Mais moi, je connais plus de 5 PV signés par des OPG à compétence générale, assermentés, que j'ai envoyé à la CENI. Très bien. C'est que la CENI dispose de preuves. De preuves. Merci beaucoup, maître. Et il appartient au procureur général de demander aux procureurs généraux, c'est-à-dire au niveau des provinces, qui peuvent répercuter au niveau des parquets, jusqu'au niveau des OPG, de documenter ça. Merci beaucoup, maître Carlos. On va souffler. On va souffler un peu. On a beaucoup parlé, on souffle. On souffle un peu avec la crise. La crise est à l'horizon au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Avant même que le bureau définitif ne soit installé, il y a une confrontation entre le bureau d'âge, le bureau provisoire et les élus provinciaux autour de la tenue du scrutin du bureau définitif. On va balancer tour à tour, de manière successive, la déclaration des élus provinciaux de Kinshasa, mais aussi la déclaration de Jikoko Mulumba, l'un de ces élus, dans cette image que Derrick Lukeba va nous proposer. Mais en même temps, Maître Carlos, je reviendrai sur vous pour vous poser la question de savoir, mais le procureur du parquet près la Cour de cassation a, dans une note circulaire, mis en garde tout fait de corruption qui pourrait être constaté lors du vote, lors des élections des sénateurs, des présidents des assemblées provinciales et de gouverneurs des provinces. Quel effet? Et va-t-il vraiment faire le suivi pour limiter les dégâts? Désormais, les téléphones ne sont pas autorisés à accéder dans la salle du vote. Suivons ces éléments des députés provinciaux de Kinshasa. Et on se retrouve juste après pour continuer l'émission. Candidat naye alingaka président awa na Kinshasa oyo azali président ya bureau provisoire pour pas combler bateau parce que hier moko na président oyo azali ndiko boza azalaki ministre des transports DJ bayebi makambo basali pour la koboka ville ya Kinshasa nazolo bango awa nazala kati ya assemblée pour makambo na kati ya assemblée sur la assemblée yango ba osala ministre pour élection ezalaki jeudi. Pour une décision, tu as aligné à l'élection le samedi, et puis à la jeudi, et c'est là qui plénière. Un individu comme Bokoso, à cause de la décision, il y a une décision qui est niveau plénière, parce que plénière est souveraine. Ça, c'est de 1. De 2, le peuple a fait une décision de l'État qui bisolo qui a constaté absence de Bokoso, secrétaire Azali, on a Yéli Daniel, donc on a la plénière, tout est dans l'élection. Donc, vérité, il y a moi, pas la Kinshasa, n'est pas ça que Kinshasa, Bazo, les parti politique, c'est la confusion. Alors, on a ACPT, alors, on a parti, on a institution de la Kinshasa, Bazo, on va confondre ACP et l'institution de la Kinshasa. Merci, Miguel. Bonsoir. Qu'est-ce que vous dites pour, soi-disant, le report des élections qui a été prévu pour demain ici à l'Assemblée provinciale? Nous nous adressons à nos collègues députés provinciaux de l'Assemblée provinciale de Kinshasa que demain, il y a élection. Il n'y a pas de report parce que notre calendrier prévoit que nous aurons élection demain à 10 h au siège de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Soyons tous là pour que nous ayons notre bureau définitif. Notre bureau provisoire s'est mal comporté en remettant les élections sans consultation, raison pour laquelle nous dénonçons le comportement de l'honorable Mbokoso Honoré. Venez nombreux, nous allons élire notre bureau définitif demain à 10 h.
Quels sont les préalables que vous relevez par rapport aux exigences du bureau qui a relevé tant de problèmes, entre autres les problèmes financiers? Le président du bureau provisoire a prétexté qu'il n'y a pas de moyens financiers. Pour cette occasion, nous demandons au gouverneur de la ville de Kinshasa, cette nuit, de remettre au bureau provisoire les moyens qu'il faut pour que les élections s'organisent de manière rationnelle demain à 10h. Nalingala. Tozali kosenga bandeko na biso ba député provinciaux ya ville ya Kinshasa baya lobby na 10h na assemblée plénière na biso po ete toya ko eli bureau définitif na biso. Président Mbokoso a lobby à renvoyer élection parce que mbongo ezalité. Yango to profiter na occasion o na kosenga na ndeko Jatini Ngobilambak gouverneur la ville ya Kinshasa ayeba na kopesa mosolo butu ya lelo pour être bureau provisoire et ba organiser ba élection lobby pour être toyeba kolengla ba élection ya gouverneur pe ya ba sénateur. Soki mbongo epesamite ça va déranger les calendriers ya élection ya gouverneur pe ya ba sénateur. Yango tozali ko interpeller pe ba autorité nyos président de la République ba autorité morale na biso nyos va se mettre ensemble et être ba moyen et mon nabutu pour être ba élection et ça la lobby na 10h. Très bien. Merci beaucoup. Sur ce plateau de Télé News, vous êtes à l'émission L'invité des politiques locales. Abonnez-vous à la Télé News chaîne La Liberté. Maître Carlos Mopili, des volets pour cette question. D'abord, la note circulaire de Firmin Vondé qui veille sur les actes de corruption qui pourraient être constatés lors du déroulement des élections au niveau sénatorial et gouvernemental. Gouvernemental de gouverneurs. Oui, de gouverneurs, tout court. Non, j'ai du mal. Je me suis déjà prononcé plusieurs fois et je croyais que les gens vont se rattraper. Cette note aura quel effet? Est-ce qu'il y aura un effet dissuasif ou bon, moi je ne sais pas. Est-ce que si on n'accepte pas avec les téléphones, on ne peut pas se faire corrompre avant et poser les actes au nom des présents qu'on aurait reçus? La justice, là on parle de la justice préventive. Ce qui ça est-ce qu'elle est arrive, efficace d'abord? Non, ça joue. Parce que certaines autorités morales exigent que lorsque vous votez, il faut prendre la photo pour justifier que, vous vous souvenez, en 2019, l'UDPS avait, je crois, 4 députés provinciaux, mais ils n'ont même pas obtenu un sénateur. Et on croyait que c'était l'autre ou bien c'est l'autre, parce que tout ça. Mais il faut dire d'abord que là, il est en train de garantir c'est-à-dire le droit au secret des votes, qui est une prérogative qui est reconnue. Mais là où moi je ne suis pas d'accord, c'est avec cette invention ou ce bricolage du code pénal quand on veut créer une infraction qui n'existait pas au nom du principe, en violation du principe de la légalité criminelle et de l'interprétation stricte de la loi pénale. En 2000, non, pendant la révision de la loi électorale, moi, c'est-à-dire en tant que manager de la clinique électorale de la DCD et coordonnateur de l'édition, nous avions proposé parmi les points de réforme, la réforme, on avait proposé l'infraction de la corruption électorale, qui n'existait pas dans notre code pénal. Ce que on devrait incriminer tout fait qui constituerait ou qui allait dans une tendance d'achat des consciences de l'électeur moyennant l'argent, une promesse ou un cadeau, comme en Corée du Sud et ailleurs. Mais c'était rejeté par la majorité parlementaire de l'Union sacrée. Ça n'a pas été. Alors que c'était soutenu par en tout cas par toutes les confessions religieuses.
Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans notre pays, l'infraction de la corruption électorale n'existe pas. Monsieur le procureur, s'il arrête quelqu'un, ça sera de l'arbitrage et il sera accusé pour arrestation arbitraire. Je justifie. Peut-être les gens ici, ils ont un problème de méthodologie juridique. Laisse-moi un peu, dans une minute, expliquer. Voici les secrets. Avant d'interroger le régime juridique, il faut d'abord interroger la nature juridique. C'est simple, M. Patrick. Dans notre pays, nous avons deux formes des élections. Nous avons les élections directes et les élections indirectes. Dans les élections directes, nous avons les élections présidentielles, législatives nationales, provinciales et on a ajouté municipales. Dans ces élections, on a vu le candidat président de la République, les candidats députés provinciaux et nationaux. Et de l'autre côté, on voyait les électeurs. Est-ce que les candidats Fachi, les candidats Katumbi n'ont pas donné de l'argent aux électeurs? Ils ont donné. Ok? Ils ont été interpellés par le procureur? Non. Katumbi n'a pas donné des ambulances? Si. Le président Fachi n'a pas donné des paniers de l'argent? Il a donné. On l'a arrêté? Non. Il était candidat, il a donné aux électeurs. C'était pourquoi? Pour l'achat de conscience des électeurs. Maintenant, nous quittons les élections directes, nous allons vers les élections indirectes. Dans les élections indirectes, nous avons les élections de sénateurs, les élections de gouverneurs et de maires, ainsi que des bourgmestres. Ici, ceux qui votent, la nature juridique de ceux qui votent, c'est les électeurs. Ce n'est pas les députés provinciaux. Droit à mais il faut maîtriser la méthodologie juridique. Ceux qui votent sont des électeurs. Ce ne sont pas les députés provinciaux. Donc, la nature juridique dans les élections indirectes, les députés provinciaux deviennent des électeurs. Au même titre que... Pardon? On ajoute grand électeur. Si vous voulez. Ouais. Mais ils sont des électeurs au même titre que Patrick Elokala et son épouse. Voilà. Et le candidat gouverneur est de l'autre côté. Donc, il n'y a que deux relations. Il y a électeur de l'autre côté et il y a candidat de l'autre côté. Ouais. Maintenant, si à ce niveau-là, les candidats gouverneurs, les candidats sénateurs donnent 50 000, ce n'est pas un problème. Parce qu'on a vu aussi des candidats présidents donner au chef coutumier des motos, des groupes électrogènes, des panneaux solaires. C'est la même chose. Donc, avant qu'Espimé Vondé ne réagisse pour arrêter, on donne aux églises d'abord procéder à la révision du code de... Mais le président Fachi n'a pas donné des millions au diocèse. Mais c'est ça. Nous, criminels, nous, la poème, signalés. Il n'y a pas d'infraction sans loi. Et on interdit en matière pénale de faire des interprétations. Ah, en matière pénale, on autorise... L'interprétation est stricte. Très bien. Qu'est-ce qu'on veut dire? Merci, c'est clair. Quelle est la définition de la corruption? Est-ce qu'il y a un fonctionnaire de l'État? Il y a un électeur et il y a un candidat. C'est la qualité qu'il est. C'est ça la nature juridique. Merci beaucoup. Alors, vous voyez déjà, on est au début de la législature, mais déjà... Donc, je voulais dire que le procureur ne soit pas influencé par la CENI, par l'agence de lutte contre la corruption, qui n'existe que... Il faut qu'on puisse faire la différence entre la morale et les droits pénals. Très bien, merci. Ce qu'on est en train de reprocher, c'est la morale politique. Très bien. Ça n'a rien avec les droits pénals. Merci beaucoup, Maître Carlos Semopil, d'avoir donné une sacrée leçon à Espimé Vondé, le très célèbre procureur général du parquet près la Cour de cassation. Maître Carlos Semopil, vous êtes juriste, mais aussi analyste politique. Déjà, avant que la législature commence, notamment à Kinshasa et à l'Union Sacrée,
il y a un petit désordre. Vous voyez les désordres qu'il y a. Par exemple, vous venez de suivre tout à l'heure les vidéos de Jikoko Mulumbaye, de ses collègues députés provinciaux. C'était hier, lorsque l'air a annoncé que l'élection du bureau définitif prévue ce jour, c'est samedi, est reportée pour la date, pour le mercredi prochain. Cela a suscité ces réactions que vous avez pu découvrir tout à l'heure. Déjà avant que la législature ne commence, il y a déjà des crises. Comment prévoyez-vous l'avenir? Parce que on a comme l'impression, on est devant deux réalités. La réalité de l'ancien régime, excusez-moi de faire des rapprochements, où il y avait les dictats de Joseph Kabila Kabange par rapport aux animateurs des institutions, notamment les gouverneurs, les présidents des assemblées provinciales, mais aussi les membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale, le dictat. Après une réunion à Kingakati ou après une retraite politique, on sortait les noms qui par la suite étaient passés au vote pour gouverner les entités institutionnelles. Mais aujourd'hui, on a comme l'impression qu'on est devant un laisser-aller. Au niveau de l'Assemblée nationale, il n'y a pas de ticket. Kamere, Mosobat, ils se battent. Il n'y a pas de mot d'ordre. Dans les assemblées provinciales, même chose. Jusqu'ici à Kinshasa, vous venez de voir qu'il y a une sorte de cacophonie. Comment entrevoyez-vous l'avenir? L'avenir du pays dirigé par une coalition qu'on appelle l'Union sacrée de la nation, qui n'a pas de discipline, au sein de laquelle il n'y a pas de concertation, et on a comme l'impression qu'il n'y a pas de leadership. Non, les gens disent qu'à bon, l'époque de Kabila, il y avait le dictat. Bon, je ne sais pas. Bon. Parce que vous savez, à l'époque de Kabila, quand on désignait Ngobila, candidat gouverneur, et c'est Kabila qui connaissait Ngobila. Parce que souvent, on responsabilise Kabila pour tout. Kabila connaissait qui? Kabila connaissait Ngobila. Il a connu Ngobila où? Tous ces gouverneurs qu'on alignait là, les Tchaboula et tous ces mondes-là, Masuka, Fifi Masuka, Kabila l'a connu où? Fifi Masuka. C'était l'entourage de Kabila qui faisait ces histoires-là, au nom de Kabila. Et aujourd'hui, même le président Félix, il est victime de son entourage. De son entourage. Et encore lui, c'est très grave. Parce que lui, d'abord, vous savez, il a plusieurs frères, plusieurs cousins, plusieurs amis qu'aucun président n'a eu dans ce pays. Les amis du Congo, les amis de l'Europe, tout ça partout. Bon, ce qui se passe au niveau de l'Assemblée provinciale, c'est à dénoncer. Le calendrier, c'est un acte administratif. Et on doit le respecter. Et cette histoire ici, c'est là où l'agence de la lutte contre la corruption et les détournements, on devrait la voir. Patrick, pour organiser l'élection des membres du bureau, ça demande plus de $200. Mais vous allez voir la CENI qui fait entrer un budget de 1 million pour organiser les élections sénatoriales ou tout ceci. Est-ce qu'on doit demander aux gens des cabinets de Kadima de descendre dans des provinces? Parce que chaque province a un CEP. Chef d'antenne. Secrétaire exécutif provincial. C'est lui qui doit organiser les élections sénatoriales au niveau des provinces. Il doit organiser les élections des gouverneurs. Mais on dit, on demande la logistique. Quelle logistique? Vous êtes 22 électeurs et vous voulez voter 6 personnes ou 7 personnes, membres du bureau. Ça coûte rien. Hein? Et vous voulez avoir plus de $200, qu'on vous donne $100 000. Mais c'est déjà qu'il faut arrêter en procédure de flagrance. Le fouetter. Le fouetter. Mais Fachi a dit qu'il n'observera pas les droits de l'homme. Là où on l'attendait, ce n'est pas dans l'arrestation de nous, les pauvres, les journalistes, les opposants. C'est ces gens-là. J'ai toujours dit, même à l'époque de Kabila, je lui ai dit, tes grands ennemis politiques, ce n'est pas l'UDPS. C'est vos gens qui peuvent perdre. Aujourd'hui, la vérité est là.
Les gens qui n'ont même pas dansé, qui lui respectaient en costume, ce sont des danseurs aujourd'hui de Fachi. J'ai dit à Fachi, heureusement on a fait cette histoire de sosie élection, mais je ne sais pas qui serait son sort. L'ennemi de Fachi, c'est son entourage. Ce n'est ni la Mouka, ce n'est ni ensemble, ni moi, Carlos, de la société civile. Les sorciers de Fachi, ce sont ses collaborateurs chouchous. Parce que chaque collaborateur a son candidat qui va lui donner de l'argent chaque fin du mois. Candidat gouverneur. Fachi n'est pas là. C'est comme Kabila n'est pas là. Et maintenant, on arrive maintenant dans ce qu'on appelle au dernier aspect de ma question. De la confusion là. L'avenir du pays avec une coalition qui n'est pas organisée, qui ne fait pas de concertation, à la tête de laquelle on a comme l'impression qu'il n'y a pas de leadership. Non. Ça c'est... Moi j'ai étudié le management. Fachi, il crée ce qu'on appelle... L'avenir du pays avec ça. C'est le style que Fachi a voulu. Ouais. Diviser pour mieux régner. C'est qu'après lui, il n'y a pas son adjoint. Joseph Kabila, donc il est devenu comme un peu comme Joseph Kabila à la fin de son mandat. C'est que veut tout politicien qui veut vraiment avoir en main le pouvoir. Il veut ça. Qu'il y ait au moins 5 têtes qui se bousculent autour de lui. Et que personne ne peut avoir l'ascendance sur lui pour ne pas permettre un coup d'état politique. Parce qu'après Fachi, c'est qui? Depuis que Kabound est arrêté. Bon, attendez. On voyait c'est un peu Kabouya, mais un peu Kabouya, c'est Kabouya, non. Parfois, on voit encore, parfois, on voit comment il désoriente les gens, c'est maintenant c'est sa mère, ok? On commence à dire, le pouvoir c'est sa mère, c'est Kabouya. C'est comme ça aujourd'hui. Mais, s'il faut répondre, comme, mais moi je trouve que, pour ce qui concerne l'Assemblée nationale, vous savez, dans la vie, il y a ce qu'on appelle le karma. Moi, l'éducation que j'ai eue, j'ai la liste de tous les gens qui m'ont donné à manger quand j'ai souffert. Et même si ces gens-là peuvent me faire du mal aujourd'hui, je les pardonnerai pour ce qu'ils ont fait avant. Pour qu'ils ont fait quand je n'avais rien. Tous ceux qui me donnent à manger quand maintenant j'ai l'argent de m'acheter tous les plats dans n'importe quel restaurant, je ne suis pas reconnaissant envers eux. Donc, vous voulez en venir où? Je suis très reconnaissant aux gens qui m'aident quand je n'ai rien. Où est-ce que vous voulez en venir? Je vais devenir au niveau des relations de président Fachi et de l'honorable Vital Kamerhe. Ça se parle. Tout le monde parle. Le président Fachi ne peut pas comparer VK avec n'importe quel politicien au Congo. Il ne peut pas. VK, c'est parmi les gens de Frogimo qui ont préparé le retour de Maréchal quand l'AFDEL venait. Ça, les gens ne savent pas. VK n'est pas venu avec l'AFDEL. Mais regarde, par son intelligence, la considération que Mouzé a donnée à VK, qu'il a découvert à travers une émission sur l'antenne. Quoi qu'il était déjà en avance avec le positionnement du général Kaloumé. Parce que moi j'ai découvert VK au service national.
VK, à côté de Joseph Kabila, à la campagne électorale de 2006, VK c'est le numéro 1, le patron de la campagne électorale, le directeur. Mais après, vous avez vu la considération qu'on a donnée à VK par Kabila. VK, nous sommes en 2011. Il vient après Papa Etienne Tshisekedi. Troisième. Nous sommes en 2018. Contre toute attente, parce qu'ils sont allés à Genève, on savait entre VK ou bien Fachi, c'est un qui sera désigné. Les Fayoul, tout ceci, on savait que c'est comme une compétition. Et c'est Fayoul qui passe. VK qui s'oublie, accord de Nairobi. Il s'efface. Il s'efface. Et il se passe directeur de la campagne électorale de Fachi. Mbosweu, un ancien moboutiste, il danse à côté de. Il n'est même pas parmi les présidents. Même pas les présidents de Chadar. Ils sont là pour Chadar. Ouais. Bah, c'était où? Dans les présidents pour soutenir les candidats, les dauphins. Les dauphins. Oui. Entre ta Kamere avec Fachi. Oui. Kamere avec Fachi. Or, si Kamere n'avait pas cédé, comme les gens de l'Est ne voulaient plus des régimes Kabila, parce qu'on avait beaucoup diabolisé le régime Kabila, les gens même supposaient que c'est le régime Kabila qui a entretenu l'insécurité à l'Est. Si VK tenait à sa candidature, il serait président de la République. Élu démocratiquement. Mais il s'efface. Accord de Nairobi. Je vous donne, moi, la primature. Mais malheureusement, avec notre constitution, on n'a pas la majorité parlementaire. Ilunga Nkamba passe Premier ministre. C'est normal, c'était justifié. On fait arrêter Kamere. On l'humilie avec son épouse. Pour un dossier qu'on ne connaît pas, il a détourné combien? Mais alimenté par la presse pro-IDPS, par les ONG de tribalo ethniques idépétiens, VK sort de la prison, acquitté, et VK accepte de continuer à soutenir Fachi. Alors que quand Kabila l'a fait, quand Kabila l'a sanctionné au niveau du bureau de l'Assemblée nationale, VK a créé son parti, l'UNC. Entre deux humiliations là, que Kabila lui a fait et ce que Fachi lui a fait. Mais Fachi, c'est Fachi où on l'a ridiculisé, il a accepté de continuer avec Fachi. Donc pour vous, il faudrait que Fachi rende l'ascenseur à Vital Kamerhe en faisant de lui le président de l'Assemblée nationale. C'est le minimum. Merci. Même si on peut être un grand vers Kamerhe, le minimum. Le minimum, c'est ça. C'est ça, parce que qu'est-ce qu'on lui donne de plus? Merci beaucoup, maître. Il a été déjà. Sur cette question, on va finir. Oui. On va finir l'émission, maître Carlos Semopili. Taille du gouvernement, 45 membres et 35 ministres et 10 vice-ministres. Judith Souminois Toulouka est la première ministre. Est-ce que c'est assez ou c'est beaucoup? 45. Et après, est-ce qu'ils vont relever les défis pour qu'on en finisse? Vous dites 45? Ouais, d'après les informations que nous avons. 45 pour rien n'est officiel jusque-là, ouais. Bon. Le problème de beaucoup ou pas, moi je trouve d'abord ce qui est beaucoup, c'est les agences. Les agences de la présidence. Les conseillers spéciaux là.
Parce que et ça sera autre chose. Restons sur le gouvernement. D'abord, c'est ce qui est important. Ouais. À l'époque de Ilunga Lunkamba, comme le gouvernement de Ilunga Lunkamba était diabolisé, on disait qu'on était en train de bloquer. Les amis des diasporas sont venus voir Fachi qui puisse créer des agences comme un gouvernement parallèle. C'est-à-dire chaque portefeuille a une agence à la présidence ou un conseil spécial avec 30 000 $. Tout. Moi, je trouve que pour diminuer le train de vie, le président de la République devrait supprimer plusieurs agences. Maintenant, par rapport au gouvernement, Madame la Première ministre, mais moi j'aime parler de Madame le Premier ministre, je suis de cette école. Elle a fait la science du travail. La science du travail, moi j'ai étudié ces cours en management. C'est un cours, mais elle l'a fait comme une filière. Science du travail. Ouais. Elle a fait l'économie. Elle a un cursus, elle a travaillé au budget, elle a travaillé au ministre d'État du plan. Le problème de la taille, je trouve que c'est un débat de nom. C'est négligeable. Hein? C'est négligeable. Ouais. Ce qui est important, si les profils des animateurs. Patrick, c'est seulement dans ce pays où on fait tout sans les services d'intelligence. Tout ce qu'on regrette aujourd'hui avec l'actuel ministre des Finances, qui est impliqué dans un scandale de surfacturation. Mais tout ça, c'est parce que les services de l'intelligence sont négligés dans notre pays. Tu vois la carte des cartes et des crédits qu'on donne à des ministres ici? Oui, de 50 000 $. Dis-moi d'abord, le rôle d'un ministre, c'est quoi? Nicolas Kazada a justifié ça aussi. Vous êtes journaliste. Si aujourd'hui, on supprimait les postes des ministres de la communication et des médias, vous allez perdre quoi? À quoi sert votre ministère? Dis-moi, ça joue quel rôle? Quelle politique? Présenter les résumés des conseils des ministres. Bon, dis-moi, quel est encore le rôle? Organiser les briefings? Bon, le rôle des ministres réglementer les médias. Quoi? Quel arrêté? Je veux réfléchir, hein? Je suis en train de réfléchir. On a fini aussi, ouais. Alors, allons lentement. Chité. Mon frère Patrick, l'air est grave. Très grave même. Le Congo est à l'état d'urgence. Et dans la salle d'urgence, les médecins généralistes ne sont pas admis. Ce sont des spécialistes. La première ministre doit se fixer des objectifs. Les objectifs à court terme, c'est de remettre le Congo à l'état où Kabila a laissé. Ça doit être d'abord son premier objectif. À Lingala, premier objectif, il y a gouvernement, Judith Tuluka. Zongi Selabiso Congo, na état où Kabila tika kango. Et deuxième niveau, c'est de chercher maintenant à décoller vers l'Allemagne d'Afrique. Et là, ce n'est pas avec n'importe qui. Je suis d'accord qu'on puisse présenter 3 membres pour chaque parti. Pour qu'elle choisisse. Pas pour qu'elle choisisse. Les 3 membres, ça doit être traité d'abord par le service d'intelligence. Je disais ceci. Dans d'autres cieux, Patrick, le chef d'antenne des renseignements a une carte. Il doit avoir l'argent d'information. Parce que c'est l'argent. C'est là où tu auras des informations. Tu dois sortir avec même des femmes libres. Pas pour faire avec elles l'amour, mais pour avoir les informations. Mais maintenant, l'argent là qui devrait aller là. Pour savoir que, donc, on veut mettre qui? Eliezer Ntambo. Surtout Eliezer Ntambo. Azara Banda Koboni. Ah,
qui a ça dans la météo. Mais il a eu cet argent où? Est-ce que la dossier, il y a Libanais, il y a Coco, il y a motion, il y a ministre de l'économie, tout ça on regarde. Ok? On veut mettre qui? Il fréquente qui? Il a combien de femmes? Il a combien d'enfants? Combien d'enfants? Tout ça, la fiche individuelle de chaque candidat doit être... Est-ce que ça s'est fait toujours? Je ne pense pas. Bon. Je ne pense pas, mais je crois que cette fois-ci, la première ministre, comme elle a fait la science du travail, c'est-à-dire la planification, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, il faut qu'elle fasse faire travailler les services d'intelligence. Pour avoir le meilleur profil. Le meilleur profil. C'est ce qui est important. Ça sera votre mot de Mais repère. deuxièmement, si on a un VK au niveau de l'Assemblée nationale, je crois qu'il va laisser les interpellations des ministres. Mais si on nous laisse, par exemple, Viembosou parfois qui vient là, toutes les interpellations, des motions sont bloquées, ce sera un problème. On va pas avancer. Donc, merci beaucoup. Avec ça, payez bien le magistrat, leur donner une caution morale, de traquer tous ces criminels en cravate. IGF sécurise IGF, Sénaref lui donner la confiance. Vous donnez-vous la Sénaref? Non. Et le cas des Républicains pour vous accompagner. Donc, je trouve que les choses peuvent aller. Parce que sinon, en tout cas, c'est la catastrophe. Nous sommes déjà dans une catastrophe humanitaire. Merci beaucoup, Maître Carlos Semopili, l'invité du week-end de Patrick Lokala. Voilà, merci à Derek Loukeba qui nous a tenu compagnie pendant toute la semaine. Nous sommes arrivés à la fin de la semaine. L'invité, c'était Maître Carlos Semopili. L'invité de Patrick Lokala, c'était Maître Carlos Semopili. Si vous avez apprécié l'émission, allez, abonnez-vous à la Télé News, chaîne de la liberté.